On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Pendant qu'elle poursuit ses études pour devenir pâtissière, Ève commence à faire d'étranges rêves qui la troublent profondément. Elle découvre alors que ce sont en fait des rêves prémonitoires. Intriguée, elle s'interroge sur sa sensibilité, jusqu'au jour où, lors de son emménagement dans le chalet familial, elle est confrontée à une série d'événements terrifiants. Cette histoire s'intitule Le chalet maudit. Moi, je m'appelle Ève, j'ai 29 ans. Et j'habitais en région parisienne pendant très longtemps. J'ai vécu là-bas pendant 20 ans. Et j'ai déménagé dans le Morvan. Et donc mon histoire commence en 2018. Je commence un CAP pâtisserie. Pendant l'année, on travaille sur 3 thèmes différents en pâtisserie pour passer l'examen final. Cette année-là, c'était les vacances à la plage, les 20 ans de la Cité de l'Espace et le carnaval de Rio. Et en fait, ces thèmes-là nous permettent de travailler un décor autour du thème pour pouvoir avoir des inspirations pour faire des décorations sur les pâtisseries qu'on fait, etc. Et donc l'année se passe et puis on travaille les 3 thèmes et forcément le jour de l'épreuve on tombe sur un seul thème et c'est toujours la surprise quand on sait pas trop sur quoi on va tomber. J'avais travaillé les 3 thèmes, mais j'avais un thème qui me plaisait moins, les vacances à la plage, je savais pas trop ce que je pouvais faire avec en fait. Et du coup, la veille du CAP, un peu stressée, je m'endors, et puis je rêve. Et je rêve de ce thème-là, que j'allais tomber sur ça, et je rêve que je vais tomber sur une tarte à la fraise. Quand je me réveille, j'ai la sensation physique et mentale de me dire « il était bizarre ce rêve, il était important ». Le jour du CAP, j'arrive dans la salle de cours où on nous annonce les thèmes, etc. On nous met le sujet sur la table, renversé pour pas qu'on voit, et puis je retourne et je vois... Effectivement, je tombe sur ce thème-là, les vacances à la plage. Et donc, je tombe pas sur une tarte aux fraises, mais je tombe sur une charlotte aux fraises. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et bizarrement, en fait, ça va revenir tout au long de mon récit. À chaque fois que je fais un rêve prémonitoire, c'est un rêve que j'ai envie d'écouter. Il me reste en tête et je me dis non, c'est pas un rêve comme les autres. Il faut que je l'écoute. J'ai eu mon CAP et puis j'ai commencé à travailler en pâtisserie. J'ai trouvé un poste dans une boulangerie. Je commençais à gagner un peu ma vie, etc. Et pas très longtemps après, mes parents ont acheté une maison dans le Morvan. Une grande maison avec leur maison principale. Et au fond du jardin de cette maison, un petit chalet caché un peu entre les buissons, etc. Bon, pas en très bon état, mais qui peut accueillir au moins 2 personnes, une chambre, une cuisine, une salle de bain. Les années se passent et puis mon mari actuel et moi réfléchissons à nous installer à la campagne
Parce que moi, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, de déménager à la campagne et d'avoir une vie là-bas. Et je me suis toujours dit, si un jour tu as un enfant, j'aimerais l'élever à la campagne. On réfléchit à ça et puis le chalet, on y allait nous en vacances et puis on se disait souvent ça serait bien de le retaper et puis de s'y installer quoi, en attendant de trouver autre chose, trouver du travail, etc. Et la contrepartie aussi, c'était qu'on retape le chalet et qu'on s'y installe. Et puis après, mes parents avaient un chalet rénové pour eux, à notre départ, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait une situation stable en région parisienne. Lui avait un bon travail, moi j'avais un bon travail. On avait un appartement. Et c'est vrai que c'est compliqué un peu de tout quitter et de s'installer autre part, trouver du travail autre part, surtout en campagne. On se demande si on va être bien payé, voilà. Donc on y a beaucoup réfléchi et j'arrivais pas à me décider. C'était vraiment... j'ai peur du changement et c'était assez dur de prendre des décisions comme ça. Et donc un jour, on m'a proposé à mon travail une augmentation, une promotion en me disant on aimerait que tu sois responsable de tel poste. On veut pas que tu partes parce que moi j'ai exposé le fait que j'allais peut-être partir et ils voulaient pas que je parte et ils m'ont proposé une promotion. Je m'endors un soir et je fais un autre rêve. J'avais une amie à l'époque qui faisait des vidéos YouTube où elle tirait des cartes de tarot et j'avais regardé une de ses vidéos les jours précédents où elle présentait un nouveau jeu de cartes de tarot qu'elle avait acheté en montrant les cartes en disant « elles sont trop belles et tout ». Je m'endors ce soir-là, je rêve de ces cartes. Alors je sais plus trop ce que je faisais dans le rêve. Je crois que j'étais dans ma voiture et j'ai trouvé des cartes comme ça, ces cartes-là en l'occurrence. Je me suis réveillée et je me suis dit « j'ai la même sensation, le rêve est important ». Et j'arrivais pas à penser à autre chose que ces cartes-là. Donc je vais sur YouTube, je cherche la chaîne de ma copine, je clique au hasard, dernière vidéo qui est sortie où elle utilise ces cartes-là. Et dans sa vidéo, elle dit en octobre, il y aura un déménagement ». J'en revenais pas, je me suis dit mais c'est bizarre justement au moment où j'ai trop du mal à me décider et je sais pas comment ça va se passer et je suis terrifiée en fait du changement. Je tombe sur ça quoi. Et effectivement, dans la foulée après j'ai trouvé un travail dans le coin, mon mari a trouvé un peu de temps après et fin octobre 2019 on a déménagé dans le chalet. À partir de ce moment-là, c'est vrai que tout a été fluide. Moi qui pensais que ça allait être hyper compliqué de déménager, de trouver un travail, etc. En fait, tout s'est fait naturellement. Souvent les déménagements, c'est un peu la galère, etc. Non, ça s'est super bien passé. On a retapé le chalet en pas très longtemps, je crois en 1 mois et demi, il était fait, il était pas très grand. Et dans la foulée, je trouvais un travail, mon mari trouvait un travail, et puis hop, on était partis quoi. Juste avant le confinement. Tout s'est bien calibré, mais à partir de ce moment-là, a commencé les problèmes. En fait, j'ai vraiment commencé à faire d'énormes cauchemars. Mais des cauchemars très très violents qui me marquent toujours aujourd'hui. Je vais pas en parler aujourd'hui parce que je pense que ça peut choquer la plupart des gens qui nous écoutent. Et puis je sais pas, je me sentais vraiment pas à l'aise, notamment dans la chambre du chalet où je me sentais oppressée. Ce chalet, il avait un grand salon, une petite cuisine ouverte, une salle de bain au fond d'un couloir et à droite de la salle de bain, une chambre. Une petite chambre où on pouvait mettre notre lit double sans problème. Et c'est vrai que je me suis jamais vraiment très sentie à l'aise dans cette chambre. Et là, j'ai
commencé à faire plus que des cauchemars, j'ai commencé à faire de la paralysie du sommeil. La première fois que ça m'est arrivé, du coup, en fait, je m'endormais et puis je me faisais réveiller dans mon rêve en sursaut par quelqu'un qui rentrait dans le jardin avec une moto, un bruit de moteur. Je voyais les phares à travers la fenêtre et puis moi, je voulais me lever pour aller voir qui c'est en pleine nuit qui vient nous déranger. Et puis appeler mon mari pour lui dire « mais il y a quelqu'un dans le jardin ». Et en fait, impossible de me lever, impossible de crier. Puis il faut s'imaginer aussi en pleine campagne, dans le calme profond, entendre un bruit de moteur qui arrive dans le jardin, c'est quand même... ça surprend quoi. J'ai fini par me réveiller le matin en sursaut en me disant « mais qu'est-ce que j'ai vécu ?» Et j'ai refait ce rêve plusieurs fois, avec les mêmes conditions, donc de paralysie, et ça a fini par faire des rêves en boucle. Je fais ce rêve et je me réveille en sursaut dans le rêve. Je refais le rêve, je me réveille en sursaut dans le rêve, et en fait c'était un rêve où j'étais piégée, quoi. Vraiment une angoisse totale. Bon après, période de confinement, forcément, on n'était tous pas très bien. Et puis moi, dans mon boulot que j'ai trouvé là-bas, ça commençait à vraiment très mal se passer. Je suis tombée sur un patron en fait abusif qui en demandait trop. J'étais un peu sous-payée, avec beaucoup trop de responsabilités. Et puis moi, j'étais jeune dans le métier. Ça m'a complètement fait craquer, quoi. Donc en fait, été 2020, burn-out total, ça me pendait au nez. Je pense que le contexte mondial, le fait que ça se passe pas bien dans mon travail, que du coup je remette en question aussi mon choix de carrière, ça n'a pas aidé, mais je pense que le chalet dans lequel je vivais n'a pas aidé du tout non plus. Avec tous ces cauchemars que je faisais, l'ambiance oppressante, etc., quoi. Il y a eu aussi une fois où je dormais profondément. Mon mari était à côté de moi, donc. Et à un moment, je me suis fait réveiller parce que j'ai senti qu'on m'effleurait, en fait, du bout des doigts les lèvres. C'est la sensation que j'ai eue, alors une sensation un peu bizarre, mais c'est vrai que les lèvres c'est un endroit un peu sensible, donc je me suis réveillée tout de suite, quoi. Sauf que quand j'ai ouvert les yeux, j'étais face à la fenêtre, mon mari était dos à moi, et lui était tourné de l'autre côté. Et s'il avait fait ça, il aurait fallu qu'il fasse le tour du lit pour me toucher les lèvres, et qu'il refasse le tour du lit, et qu'il se mette dos à moi, quoi. Donc c'était... Enfin, j'aurais senti qu'il se soit levé, etc. Parce que en plus, dans le chalet, c'était du parquet, donc le parquet grinçait. Et non, il était tranquillement en train de dormir, dos à moi. Et moi, j'ai été surprise, je me suis réveillée et puis je me suis rendormie, mais pas très à l'aise, en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que j'ai senti, c'est peut-être un papillon qui est passé, mais voilà, j'ai rien vu de spécial, quoi. Et puis la chambre n'était pas très très grande, donc en un coup d'œil on peut voir un insecte ou quoi, et non, rien du tout. Je me suis dit, là c'est bizarre, c'est étrange, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. J'ai vraiment physiquement senti un frisson au niveau de mes lèvres et ça m'a réveillée. Et du coup, j'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. Et il y a un moment où je me suis dit, non mais allez, reste les pieds sur terre, c'est toi qui y crois trop, etc. Sauf que il est arrivé un moment où mon mari a aussi vécu quelque chose alors que lui... voilà, il y croit pas vraiment, en fait. Il partait tôt le matin, il travaillait très tôt le matin. Et donc, dans la nuit noire, il prend sa voiture, il fait une manœuvre pour sortir du jardin. Et donc, en faisant sa manœuvre, il se retourne et il voit une ombre. Bon, il y a des sangliers, il y a des cerfs qui passent des fois, mais là, c'était vraiment une forme humaine, il m'a dit.
Et donc il m'a dit, je me suis retournée pour voir ce qui c'était, et l'ombre avait disparu. Donc j'ai décidé d'y aller, je tourne, je prends la route, et puis à un moment sur la route, j'ai eu des larmes qui coulaient, mais pour rien, j'avais pas envie de pleurer. Et je lui dis, d'accord, c'est quand même assez étrange. Ça m'a d'autant plus confortée dans le fait que lui n'y croit pas et a quand même vécu quelque chose autour de ce chalet. Lui, ce qui l'a perturbé dans cette expérience-là, c'est vraiment le fait qu'il se mette à pleurer, parce qu'il n'a pas l'habitude de se mettre à pleurer comme ça, pour aucune raison. Et il m'a dit, j'avais rien qui me gênait dans l'œil, juste je me suis mis à pleurer comme ça. Et c'est vrai que ça l'a perturbé assez pour m'en parler, et puis je pense que le fait que je fasse des cauchemars et tout, il s'est senti à l'aise pour me dire des choses comme ça, quoi. Après toutes ces expériences, j'ai commencé à en parler à mon père qui, à ce moment-là, parlait beaucoup de ça, des énergies, etc. Donc je me suis sentie à l'aise pour lui dire, écoute papa, dans le chalet, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, je me sens pas à l'aise, il a dû se passer un truc dedans, mais en tout cas je fais beaucoup de cauchemars, je me sens pas bien. Et donc mon père me dit, d'accord, écoute, on va essayer de trouver des solutions. Tous les deux, on connaissait une masseuse pas très loin de cette maison-là, qu'on avait été voir plusieurs fois pour nous faire du bien, etc. Parce qu'elle était masseuse, mais aussi énergéticienne. Donc, forcément, il commence au cours d'un rendez-vous à lui en parler. Elle lui dit écoutez, moi je connais quelqu'un, un géobiologue. Et donc un géobiologue, c'est quelqu'un qui vient, qui analyse les énergies d'un lieu, nettoie les mémoires du lieu, je crois. Je pense que les géobiologues ont plusieurs spécificités selon la personne. Lui travaillait avec un pendule en tout cas. Et donc mon père a dit écoute, moi ça m'intéresse de le faire venir, pas que pour le chalet, mais aussi pour la maison où eux vivaient. Et donc il le fait venir, ce monsieur, et il lui dit écoutez, moi j'aimerais que vous passiez dans le chalet avec ma fille pour voir ce qui se passe. Donc le géobiologue vient. Et j'ai pas joué la carte du je vais rien lui dire et je vais voir si il me confirme des choses ou pas. Je lui ai dit écoutez, moi je me sens pas à l'aise dans la chambre. Et donc il rentre dans le chalet. Il commence à me dire, déjà vous avez quelqu'un accroché à vous. Et puis il m'a dit, écoutez, c'est une vieille dame, je sais pas pourquoi elle est attachée à vous. Et puis moi je savais pas lui expliquer pourquoi, parce que en fait il essayait de me donner des précisions sur la personne, mais je reconnaissais pas, voilà. La seule chose qui m'est venue en tête, c'est que je me suis dit que c'était peut-être une personne qui était attachée au lieu. Et c'est peut-être pour ça que je fais des cauchemars. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je voulais juste arrêter de faire des cauchemars. Je voulais pouvoir me rassurer et me dire, ça y est, c'est fini. Mais en tout cas, il m'a dit, écoutez, je vais la faire passer de l'autre côté. On verra bien ce que ça va donner. Il fait son processus. Je me souviens qu'il a juste récité des phrases en l'invitant à passer de l'autre côté, en disant que ça servait à rien de s'accrocher à moi et qu'il était temps de partir. Et je sais qu'il a insisté plusieurs fois et qu'elle a fini par partir après. Et moi, j'ai juste été soulagée d'un coup, en me sentant un petit peu plus légère. Après, je prends toujours des passettes en me disant, est-ce que c'est pas aussi l'ambiance, le fait qu'ils me disent qu'il y avait quelqu'un accroché à moi et qu'il y ait plus. Donc forcément, il y a toujours un moment où on se dit, il l'a fait partir, mais est-ce que c'est vrai ? Moi, j'ai pas été témoin visuellement d'avoir vu quelqu'un partir dans la lumière. Donc il y a toujours ce côté-là où on se dit, allez, on passe à autre chose. Il y a un moment où il passe dans le chalet, il nettoie les énergies, donc avec son pendule, je le vois avec ses feuilles de radiesthésie essayer de nettoyer les énergies du chalet, et je lui dis, mais écoutez, moi c'est plus la chambre qui m'embête. Donc il rentre dans la chambre, et c'est vrai que jusqu'ici je le voyais utiliser son pendule.
Je voyais que son pendule réagissait à ce qu'il disait. Il rentre dans la chambre, le pendule ne réagit plus. Il me regarde et me dit « mais j'arrive pas à faire fonctionner mon pendule, c'est la première fois que ça m'arrive ». Quand on est habitué à voir un pendule fonctionner, c'est vrai que c'est un peu troublant, quoi. Et le monsieur, c'était un vieux monsieur. C'est un monsieur qui m'a dit avoir de l'expérience, avoir fait ça pendant des années et qu'il n'avait jamais vu ça. Là, je commençais à avoir peur. S'il y a quelque chose vraiment et que c'est mauvais et qu'en plus ce monsieur ne peut rien faire, comment je vais faire? Donc on sort de la chambre et donc il refait son truc, il me dit bah là ça marche. Oui, il y a vraiment quelque chose mais mon pendule me dit que je ne peux rien faire. Alors il a commencé à dire à mon père que le problème c'était moi, que de toute façon c'est moi qui ai attiré ces mauvaises choses. Alors je sais pas s'il a eu un petit coup à son ego de pas avoir réussi à faire grand chose et du coup il s'est défoulé sur moi, je ne sais pas, mais du coup j'ai été traitée comme une sorcière quoi. Bah je me suis sentie mal. Je me suis dit c'est de ma faute, je me suis dit ça se trouve je fais des choses inconsciemment qui attirent des choses mauvaises à moi. Donc je me suis remis en question et puis il m'avait conseillé de revenir le voir chez lui à domicile pour pratiquer un de ses soins qui est le rêve éveillé, pour creuser un peu, savoir quelles sont mes vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé dans mes anciennes vies pour que aujourd'hui je sois face à ça. Il est censé m'hypnotiser avec sa parole pour me plonger dans un demi-sommeil et que je puisse lui raconter ce que je vois, etc. Sauf que, je te le donne en mille, ça n'a absolument pas marché. Il me fait visualiser des escaliers, il me dit plus tu descends les escaliers, plus tu t'enfonces dans ton subconscient et donc il m'invite à lui raconter ce que je vois. Je comprenais pas en fait ce qu'il voulait que je vois. Donc il a fini par guider la conversation avec son pendule en me disant « Est-ce que ce genre d'image te guide ?» etc. Mais non, pas du tout en fait, j'ai rien vu du tout. Je me suis pris au jeu quand même. J'ai visualisé ce qu'il me disait en me disant que lui ressentait les choses, en me disant oui, je pense que dans une vie antérieure, tu étais au Vietnam et tu étais une divinatrice. Donc c'est difficile à croire déjà. Donc c'est là où je me suis dit en fait non, ce monsieur-là, je crois pas du tout à ce qu'il fait. J'avais aucun atome crochu avec lui, ça ne se passait pas bien. Il a beau dire qu'il y a quelque chose dans le chalet, ça se trouve il y a rien du tout et il a juste confirmé ce que je disais. Je me suis arrêtée là et je me suis dit non mais on arrête ces bêtises, on passe à autre chose. Suite à ce géobiologue, je me suis un peu calmée, j'ai arrêté de chercher. Psychologiquement, c'était toujours un peu difficile et donc cette énergéticienne qu'on allait voir de temps en temps pour se faire masser et avoir un soin énergétique en même temps, je suis retournée la voir juste pour avoir un soin et me faire du bien. Et donc à la fin de cette séance, je lui parle du chalet, justement, que mon père lui avait déjà parlé en lui disant qu'on avait fait venir son ami géobiologue qui nous avait conseillé, etc. Et donc, c'est une dame qui manie les baguettes de sourcier, qui a la capacité quand même de poser des questions et d'avoir des oui et des non en termes de réponse, quoi. Et c'est vrai que cette femme-là, j'avais beaucoup plus confiance en elle qu'au géobiologue que j'ai fait venir, parce que c'est quelqu'un que j'allais voir régulièrement et qui me faisait vraiment de l'effet physiquement après avoir reçu un massage et un soin d'elle. J'avais vraiment des bons retours par rapport à cette dame. Et c'est quelqu'un d'extraordinairement gentil. C'est pas quelqu'un de malveillant qui va te mentir juste pour se faire mousser ou quoi. Donc elle posait des questions par rapport au chalet. Quand ces baguettes allaient vers l'extérieur, c'était un non. Et quand les baguettes allaient vers l'intérieur, c'était un oui. Et elle demande, est-ce que ce qui se passe dans ce chalet est mauvais ? Donc forcément oui.
Et donc, elle continue ses questions et à un moment, elle demande « Est-ce qu'on peut les aider à se débarrasser de cette chose ?» Et donc, je vois les baguettes dans ses mains, mais d'un coup d'un seul, faire paf vers l'extérieur, vers le non. Et j'avoue que quand j'ai vu qu'elle était paniquée, je me suis dit « c'est peut-être pas normal ». Et là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et bien sûr, on peut pas mettre de mots dessus parce qu'on sait pas ce que c'est. En fait, jusqu'ici, on m'a jamais dit ce qu'il y avait dans ce chalet. Personne m'a apporté de réponse. Et donc, après le passage de ce géobiologue, il y avait toujours cette chose-là, puisque l'énergéticienne m'a confirmé qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, elle a posé des questions et elle m'a dit il semblerait que ça soit de la magie noire. Mais je peux pas t'en dire plus, j'ai pas d'autres réponses. Et puis elle m'a raccompagnée à la porte un peu tremblante en me disant écoute, tu peux prier le soir si tu veux. Forcément, j'applique ce qu'elle dit. Moi, j'ai pas de religion. Je suis croyante, mais j'ai pas de religion, donc forcément, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai un peu prié. J'ai essayé de faire brûler de l'encens, de mettre le chapelet de ma grand-mère à côté de moi la nuit, etc. Bon, on va dire que ça s'est un peu calmé après. Il y avait un peu moins de choses. Est-ce que c'est ça qui a fait que je ne sais pas ? En tout cas, mon père a voulu tenter un dernier recours. Il m'a pris un rendez-vous avec 2 médiums en visio, où il y avait une médium qui me parlait, me posait des questions, et la deuxième médium qui était censée nettoyer tous les problèmes qu'il y a sur mon âme, les vies antérieures qui avaient des soucis karmiques avec moi. Enfin, ça devait être un soin complet, voilà, du lieu, de ma personne, de mon couple, de tout, en globalité. Donc j'ai reçu cette séance dans la chambre même, en visio, avec ces 2 personnes. Et donc elles m'ont confirmé, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Alors, on m'a parlé d'êtres maléfiques. Est-ce que j'y crois ? Je sais pas trop. Mais en tout cas, elles m'ont dit, ils sont en train de happer ton âme. Donc ça va pas du tout, on sent que t'es vidé de ton énergie, que ça va pas du tout. Bon moi j'avais envie de leur dire oui, ça fait des mois que que je suis en train de survivre, ça va pas du tout. Et du coup elles me disent écoutez, on va nettoyer tout ça, et j'avais vraiment des sensations physiques encore, mais comme dit, est-ce que c'est la conversation qui a fait que psychologiquement j'ai eu des sensations physiques ? C'était un peu compliqué quoi, de savoir le vrai du faux. Et du coup, fini la séance, je vais me coucher le soir. Et là, je fais un rêve. Je rêve que je suis dans le chalet, que je suis dans la cuisine en train de cuisiner tranquillement chez moi. Et puis, je suis contente, je suis heureuse. Je me dis, c'est enfin fini, je me sens bien et tout. Ça va bien, je me sens apaisée. Et là, d'un coup d'un seul, j'entends la porte de la chambre claquer, les lumières s'éteindre. Et dans mon rêve, du coup, je m'échappe du chalet en courant, en hurlant dans la nuit noire, et je me réveille en sursaut. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai eu la sensation que on était en train de me dire que c'était pas fini du tout, quoi. Que j'avais beau essayer de nettoyer la maison, mais ça n'y fera rien du tout, quoi. Et j'ai vraiment pris ça comme ça. Ça m'a un peu chamboulée. Et j'ai décidé de toute façon de déménager. C'était l'année où on commençait nos recherches pour trouver une maison, quoi. Fin juillet, début août 2022, on tombe sur une super petite maison qui cochait toutes les cases de nos critères. Une chouette petite maison sur 2 étages, c'était une ancienne grange qui avait été rénovée complètement, qui était hyper propre, la maison idéale, tout ce qu'on cherchait, avec une super vue plein sud sur la vallée, le rêve quoi. Donc on a acheté cette maison. Et j'ai vraiment, depuis, je n'ai plus jamais fait de paralysie du sommeil.
Avec ma mère, on est venu nettoyer la maison de fond en comble la première fois que j'ai emménagé dans les lieux. Bon, le petit ménage, voilà, quand on s'installe dans un lieu. Et donc du coup, je suis arrivée dans la maison, j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai commencé à nettoyer avec ma mère. Ce jour-là, il n'y avait pas de vent. Donc les portes ne claquaient pas, tout allait bien. Enfin, en tout cas, ma mère et moi, on n'a pas été surpris par une porte qui claque ou une fenêtre ou quoi. Je suis montée à l'étage où les fenêtres étaient déjà ouvertes, les portes ouvertes, pas de problème. Et je me suis dit, tiens, je vais me présenter au lieu. On fait ça des fois pour se présenter aux anciens propriétaires des lieux, etc. Donc je me mets dans la chambre où je suis là, dans ma chambre actuelle. Et je commence à dire, bonjour, nous sommes les nouveaux propriétaires, on s'installe dans la maison, maintenant c'est chez nous ici, vous êtes les bienvenus, mais nous sommes chez nous ici maintenant. À partir du moment où j'ai fini ma phrase, la porte derrière moi a claqué. Et alors que, je répète, les fenêtres étaient grandes ouvertes, certes, mais jusqu'ici, il n'y avait pas eu de courant d'air et il n'y avait pas eu de porte qui claquait. Juste la porte qui était derrière moi a claqué, mais les autres portes n'ont pas claqué. Donc après ça, on s'est installé dans la maison, il s'est rien passé spécial jusqu'à ce que je tombe enceinte l'année d'après. Donc un an se passe et je commençais à vouloir être enceinte vers octobre. Et donc j'avais pris mes dispositions, enlevé ma contraception pour pouvoir être enceinte. Et je me suis dit, je vais tout de suite tomber enceinte. Alors non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas tombé tout de suite, ça a pris quelques mois. Puis ça a toujours été la déception. À chaque fois que j'avais mes règles, je me dis ah mince, ça a pas marché. Donc je me mettais un peu trop la pression. Donc je me suis dit bon allez arrête. Tu arrêtes d'y penser. Si t'es enceinte, t'es enceinte. Si tu l'es pas, tant pis. Mais ça viendra bien au bout d'un moment. Laisse-toi un an, voilà, sans faire de test, respire quoi. Et donc, les semaines passent, les mois passent, et puis un jour je fais un rêve et je rêve que je fais un test et qu'il est positif. Alors que ça faisait des semaines et des mois que je faisais plus de tests, etc. Donc je me réveille, je dis c'est bizarre, j'ai la sensation que le rêve est important, comme les 2 derniers. Donc je me réveille, je lui dis bon je vais faire un test, juste comme ça, on va voir. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la porte. Je me mets sur les toilettes, je fais le test et il est positif. Quelques jours après, du coup, que j'ai appris que j'étais enceinte, on accueille l'oncle et la tante de mon mari, qui eux habitent à Nanterre et donc qui viennent nous voir pour voir comment on est installé, voir la maison, si on est bien, etc. Et il faut savoir que sa tante, c'est quelqu'un que j'ai jamais vraiment apprécié parce que c'est quelqu'un de très mauvais, de jaloux, de très envieuse. Donc c'est pas quelqu'un de bienveillant en fait. Mais bon, nous on fait toujours l'effort d'accueillir la famille et j'avais pas envie de l'interdire de voir son oncle et sa tante, donc on les a accueillis. Et c'est vrai que le week-end s'est très mal passé, hein. On a eu critique sur critique, tout ce qu'on avait fait dans la maison c'était pas bien. À chaque fois qu'on parlait de nos accomplissements, etc., elle avait l'air faussement heureuse pour nous. Enfin, on sent en elle un gros mépris pour des personnes qui réussissent plus de choses qu'elle. Et donc, à table, on mangeait tranquillement. J'avais fait à manger, on discutait de choses et d'autres. Et d'un coup, d'un seul, j'ai pas compris pourquoi tout de suite. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai pas relevé sur le moment. Mais sa tante me regarde et me dit « C'est à toi la voiture qui est dehors ?» Je dis « Bah oui, je viens de l'acheter, c'est ma nouvelle voiture. » Elle m'a dit « Ah d'accord ». Puis je me suis dit « Mais c'est bizarre, pourquoi elle me pose cette question ?» En plus, sortie de son contexte, on parlait même pas de voiture ni rien, et elle me parle de ça. Et puis je suis passée à autre chose, quoi. Le week-end suivant, on part voir des amis.
On était sur l'autoroute, mon mari appuie sur l'accélérateur et paf, le moteur mort. D'un coup d'un seul, le turbo lâche et l'huile s'est répandue dans tout le moteur et moteur fichu HS. Alors que c'était une voiture qui avait été entretenue, j'avais toutes les fiches d'entretien. Alors bon, d'après le garagiste, c'était des turbos qui étaient défectueux et le modèle de la voiture était pas bon. Enfin bref, c'était vraiment pas de chance. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bizarre, quoi, cette coïncidence. Et il y a eu une deuxième coïncidence, c'est-à-dire que juste après mon accouchement, les parents de mon mari qui habitent toujours en Roumanie, lui, il a déménagé il y a une dizaine d'années en France. Donc sont venus nous voir pour l'accouchement, pour voir la petite, la maison, nous aider. Et du coup, vu qu'ils ont atterri à Paris, mon mari est parti les chercher et comme c'est pas très loin Nanterre, ils se sont arrêtés pour dîner avec son oncle et sa tante et donc passer un petit moment avec eux. Ils mangent, etc. Donc mon mari me raconte après coup parce que moi j'étais pas là, j'étais avec la petite à la maison. Et il me dit, pendant le repas, je leur ai parlé du fait que y a un chasseur qui m'a donné du sanglier, j'en ai dans le congèle, et puis ma tante, elle était pas très contente. Elle a dit qu'elle était jalouse, que ici elle pouvait pas se trouver du sanglier parce que eux, ils ont une spécialité roumaine à base de sanglier et qu'elle arrivait pas à en trouver pour en faire. Et puis il me dit, elle m'a aussi parlé de ma moto, et elle m'a demandé si je l'avais bien réparée, parce que la dernière fois qu'elle était venue, j'étais en train de la réparer, etc. Est-ce qu'elle marche bien, etc. Donc ils prennent la route pour rentrer tard le soir à la maison, après avoir mangé chez eux. Et là, accident de voiture, il s'est tapé un sanglier. Il rentre à la maison, donc un peu sous le choc. Le lendemain, il se dit bon, on passe à autre chose, je réglerai les problèmes de la voiture avec l'assurance. Mais bon, je vais montrer ma moto à mes parents, j'ai envie de leur montrer. Il essaie d'allumer la moto, plus de batterie. Batterie morte. Et ça s'est tellement cumulé qu'au bout d'un moment, il a dit non mais de toute façon, ils m'apportent rien de bien. À chaque fois qu'ils viennent, c'est pour critiquer. Donc en fait, je vais plus rien leur dire. Et c'est vrai que depuis qu'il leur parle plus, on n'a plus vraiment de gros soucis en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses scientifiquement qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Et moi, j'aime bien aussi y croire. Je pense qu'on peut se garder ce petit doute en se disant on y croit. Ça peut nous apporter du bien dans la vie aussi. Ça nous fait rencontrer des gens. Et puis, pourquoi pas en fait. Mes parents habitent toujours dans cette maison avec ce petit chalet en question. Alors ils ont eu une longue période où ils étaient vraiment pas bien tous les deux. Ils s'enfonçaient dans... Enfin, ils sortaient jamais de chez eux, ça n'allait pas du tout. Je me suis posé la question de savoir si c'était pas le lieu qui était vraiment pas terrible niveau énergie à un moment. Mais bon, voilà, ça je ne l'expliquerai jamais. En fait, cette histoire, ça a renforcé mes croyances. Il faut savoir que moi, je n'ai pas de religion. Je suis déiste, donc je crois en Dieu ou une divinité, ou peu importe comment on l'appelle en fait, une force supérieure. Mais je n'ai pas de religion. Et c'est vrai que ça a renforcé mes croyances, comme quoi on ne peut pas tout expliquer, qu'il y a des choses qui nous échappent. La science explique beaucoup de choses, mais pas tout. Je trouve ça merveilleux de pouvoir en parler librement et d'écouter les histoires des autres aussi. Moi, en fait, ça me met des paillettes dans les yeux, quoi. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce côté mystère dans la vie.
Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.